Ravi de vous retrouver, fidèles amis, très chers téléspectateurs de Taxawu Sénégal TV. C'est toujours un plaisir de vous servir. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Actus de Taxawu qui aujourd'hui a l'honneur d'accueillir sur ce plateau M. Mamadou Seck. Il est professeur d'histoire et de géographie au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Il est aussi coordonnateur de Taxawu Sénégal dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao, par ailleurs conseiller municipal. Mais aussi, il est géographe de formation et géopolitique. Bonsoir et bienvenue, M. Seck. Bonsoir, M. Gueye. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation et saluer également tous les spectateurs de Taxawu TV. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous sommes aussi très honorés de vous recevoir. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité internationale, notamment le Mali et la CEDEAO. La situation géopolitique du Mali, c'est ce que nous allons détailler un peu avec M. Seck. Alors, M. Seck, nous avons assisté à un coup d'État au Mali. Mais est-ce que peut-être vous pouvez revenir un peu, faire un bref survol du Mali depuis le coup d'État? En fait, pour bien comprendre la situation au Mali, il faut d'abord voir la situation géopolitique du Mali. Le Mali est une ancienne colonie française qu'on appelait avant le Soudan. Le Mali est un pays extrêmement vaste, c'est le pays le plus vaste de l'Afrique occidentale, avec à peu près 1 240 000 km², pour seulement 20 millions d'habitants, je dirais seulement par rapport à cet espace-là. Et le Mali également, donc, on a à peu près 17 habitants par km². Le Mali est un pays extrêmement pauvre, je vais même dire très pauvre, parce que on peut dire que le PIB par habitant au Mali est d'à peu près 878 $. Donc, c'est un pays pauvre. Et donc, tout ce cocktail-là va pousser le Mali, avec la situation d'instabilité, bien sûr, d'insécurité politique liée un peu au terrorisme. On va assister au Mali à 2 coups d'État. 2 coups d'État en moins de 9 mois. Le premier a eu lieu au mois de septembre 2020 et le deuxième au mois de mai, le 24 mai 2021. Et ces coups d'État ont eu comme cause, comme facteur principal, l'insécurité, puisque le peuple malien ne pouvait plus souffrir cette insécurité-là, avec les incursions des terroristes jusque vers le sud. Il y a également le fait que le Mali a été scindé en deux, de fait, parce que le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Parce qu'il faut également dire que le nord du Mali est surtout occupé par des populations blanches d'origine berbère, qu'on appelle ils se font appeler les Touaregs. Alors donc, le Mali est complètement scindé en deux. Scindé en deux parce que les zones de Kidal et de Gao sont complètement des zones de non-droit. L'État malien ne peut même plus envoyer des préfets, ne peut pas envoyer des instituteurs, disons des enseignants. Et donc, ce sont des zones de non-droit où l'État a complètement failli. Alors, avec tout cela, la population malienne a entamé un processus de révolte. Il y a eu des rébellions, notamment sur le plan social. Maintenant, bien sûr, ces rébellions ont été surtout maintenant activées, on va dire, par des hommes politiques. On peut penser notamment à l'imam Diko, qui a joué un rôle extrêmement important dans ces séries de rébellions. Et finalement, l'armée a pris le pouvoir. L'armée a pris le pouvoir d'abord en septembre 2020, et ensuite, il y a eu, comme disait le président Macron, un coup d'État dans le coup d'État en 2021, le 24 mai 2021. Donc le président Ibeka a été déposé. Voilà, on est peut-être dans cette situation-là. Alors donc, si je comprends bien, donc on peut dire que ces coups d'État sont dus à la faiblesse des politiques au Mali. Mais est-ce que aussi ces coups d'État, on ne peut pas dire que cela présente un recul pour la démocratie du Mali ou bien des pays africains de manière générale? Il faut peut-être nuancer ce point de vue-là, parce que clairement, même dans les États qui se considèrent comme des États démocratiques, on a quand même des réformes déconsolidantes. On a quelquefois, au niveau des institutions, un manque de respect, notamment des lois. Donc, c'est ce qu'on appelle globalement
un peu partout en Afrique. C'est ça qu'on appelle les coups d'État institutionnels. Donc ce ne sont pas seulement les coups d'État militaires. Il y a également des coups d'État institutionnels en Afrique qui montrent que les États africains sont assez faibles. Ce sont des États qui ont une prégnance assez faible par rapport au tissu social, par rapport au tissu économique. Et ce qu'on a clairement, je vais encore le répéter, ce sont des États assez faibles. Et l'exemple du Mali, c'est que l'armée a pris le pouvoir. Mais on peut avoir également d'autres types d'exemples dans d'autres États africains, notamment francophones, où l'armée ne prend pas le pouvoir, mais le jeu démocratique est complètement faussé. Donc, là aussi, l'État est faible. Donc, ce n'est pas parce que l'armée a pris le pouvoir que l'État est faible. D'accord, donc peut-être on va un peu sortir du Mali pour peut-être parler des autres pays. On a vu le Burkina, la Guinée aussi, où il y a eu des coups d'État. Mais toujours, ce sont des pays qui appartiennent à la zone ouest de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que peut-être ces coups d'État règlent en fait définitivement le problème de ces pays? Bon, un coup d'État n'a jamais réglé un problème parce que c'est en soi un recul démocratique, c'est clair. Mais si on analyse la situation en Afrique de l'Ouest, il faut quand même se rendre compte que ça date de très longtemps. Dans les années 90, on a eu des guerres civiles au Libéria, en Sierra Leone. On en a eu en Côte d'Ivoire au début des années 2000. Donc, il ne faut surtout pas penser que cette recrudescence des coups d'État à laquelle on assiste actuellement avec les exemples du Mali, du Burkina Faso et même de la Guinée, que cette recrudescence des coups d'État est en soi comme un recul démocratique tout nouveau. On a vu depuis assez longtemps en Afrique de l'Ouest un recul démocratique qui est très important. Et d'ailleurs, est-ce que les États ouest-africains ont eu depuis les indépendances, c'est une question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils ont eu depuis les indépendances une présence réelle au niveau du tissu social et au niveau du tissu économique? Parce que, je le répète, nos États sont extrêmement faibles. Maintenant, il est clair que la CEDEAO s'est clairement prononcée contre les coups d'État. Et on a essayé de mettre en place un mécanisme pour prévenir, parce qu'il y a quand même des négociations avant, et également un mécanisme pour combattre les différents coups d'État avec notamment les sanctions que l'on met en place automatiquement dès qu'il y a un coup d'État militaire. Donc, il ne faut pas penser que les coups d'État, c'est forcément un recul démocratique. Quelquefois, le système démocratique est tellement biaisé que l'armée est obligée de prendre le pouvoir. Maintenant, c'est un démocrate qui le dit. Personne ne peut voir l'armée prendre le pouvoir de gaieté de cœur. Mais quelquefois, le système économique et le système politique, le jeu économique et le jeu politique et les enjeux sont tellement biaisés que l'armée vient en sauveur, en quelque sorte. Et d'ailleurs, dans tous ces pays-là où il y a eu un coup d'État, la première réaction des populations a été d'applaudir le coup d'État. Et ça, c'est important. Ça veut dire que les populations ne se voyaient plus dans ce système politique-là qui était là, dans ce jeu politique qui était souvent biaisé. Donc, tout à l'heure, vous l'avez évoqué avec la CEDEAO. Donc, on a vu que tout juste après les coups d'État, on a vu la CEDEAO se prononcer tout comme la France avec des sanctions. D'après vous, est-ce que vous pensez que ces sanctions sont normales et justes? Bon, il faut d'abord voir la nature des sanctions. Parce que quand il y a eu le premier coup d'État, on a eu un premier train de sanctions. Avec le deuxième coup d'État, on a obligé même l'État malien à accepter une transition et à dire clairement que les prochaines élections auront lieu en février 2024. Donc, en soi, si on regarde bien la situation, on sait que les sanctions ont quand même poussé l'État malien à déterminer un agenda politique et à dire que les élections auront lieu donc en février 2004. Mais maintenant, il faut voir quelle est la nature de ces sanctions. C'est d'abord un embargo économique. On arrête toutes les exportations et toutes les importations, exception faite de quelques produits, notamment les produits pharmaceutiques et les produits liés un peu à la Covid. Donc, et également les produits pétroliers. Donc, on peut considérer quelque part, donc c'est ça d'abord. Ensuite, on a gelé les avoirs
de l'État malien au niveau de la BCEAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et si on analyse un peu l'impact de ces sanctions au niveau du peuple malien, on va voir par exemple que certaines denrées de première nécessité vont connaître une inflation parce que ces denrées vont manquer. En fait, même au niveau des BTP, les bâtiments et travaux publics, on a senti un impact de ces sanctions. Parce que, vous savez, le BTP est un secteur qui entraîne beaucoup d'autres secteurs, notamment les petites et moyennes entreprises. Et au Mali, avec l'arrêt des exportations de ciment venant du Sénégal, on a assisté un peu à une léthargie de ce secteur. Donc si je peux me résumer, je dirais que les sanctions ont globalement touché les populations maliennes, et notamment les petites bourses au Mali, mais ces sanctions n'ont pas touché la junte militaire, parce que cette junte est hors d'accès, on va dire, de ces sanctions. Mais maintenant, il faut également dire que l'Union européenne également a pris des sanctions. La France a pris des sanctions. Et les sanctions de la France et de l'Union européenne ont été surtout tournées vers les membres de la junte. Par exemple, pour la France, c'est 149 membres de la junte qui ont été indexés et qui ont été interdits de voyage en France. On a également 5 membres de la junte qui sont vraiment les dirigeants les plus importants, dont le président Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères et également le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc, on a également pris des sanctions contre ces dirigeants-là. Ils sont au nombre de 5, en les interdisant de voyager en France et en gelant également leurs avoirs dans les banques françaises et dans les banques des pays ouest-africains, notamment dans les banques sénégalaises également. Okay. Alors peut-être rappeler à nos chers internautes, téléspectateurs, que vous suivez votre émission Les Actus de Tahaou. Et nous avons comme invité M. Mamadou Seck, il est professeur de géographie. Et nous discutons sur le thème de la situation politique du Mali, la CEDEAO et ses sanctions. Donc tout à l'heure, M. Seck, pour revenir aux sanctions, vous avez dit les sanctions que la CEDEAO et la France ont mises en exergue par rapport au Mali. Mais jusqu'à présent, on voit que malgré ces sanctions, le Mali continue le combat. Est-ce que vous pensez que le Mali peut aller sans la France qui peut-être est son colonie? Vous savez, le peuple malien est un peuple extrêmement résilient. Les gens l'oublient souvent parce que c'est un peuple qui a une très longue histoire. Vous n'êtes pas sans savoir que les plus grands empires en Afrique de l'Ouest ont été mis en place au Mali. C'est l'empire du Ghana, 9e, 12e siècle. L'empire du Mali, 12e, 14e siècle. Et l'empire Songhai. Donc c'est un peuple qui a l'habitude de se battre. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec toutes ces sanctions-là. Le peuple malien est resté debout. Il est resté debout. Et d'ailleurs, on a même assisté à une certaine forme de sacralisation de l'État au Mali. Et on a considéré quelque part le président Assimi Goïta comme un héros. Parce que le peuple malien a suivi ses dirigeants par rapport à ces sanctions-là. Il faut également dire qu'au Mali, l'agriculture vivrière est une activité importante. Et donc les Maliens ont pu peut-être, disons, changer ou bien substituer les produits des importations par des produits locaux. Ils ont eu peut-être cette capacité-là. Et également, ils ont réussi à contourner l'embargo, notamment les exportations vers le port de Dakar, en négociant avec la Mauritanie, avec la Guinée du président Doumbia, du colonel Doumbia, et également avec la Côte d'Ivoire. Et donc, ils ont pu détourner un peu, ils ont pu contourner un peu cet embargo-là et exporter à partir du port de Nouakchott, du port de Conakry, et éviter un peu le port de Dakar, puisqu'ils ne pouvaient pas exporter au niveau du port de Dakar. Et bien sûr, des pays comme le Sénégal ont également souffert de cet embargo. Vous savez, le Mali est le premier client du Sénégal au niveau de nos exportations. Le Mali reçoit à peu près 21%, et là c'est les chiffres de l'ANSD, 21% des exportations du Sénégal. Si on veut comparer, pour qu'on puisse comprendre, toute l'Asie
tout le continent asiatique ne reçoit que 18% des exportations du Sénégal. Et le Mali, à lui tout seul, reçoit 21% des exportations du Sénégal. Et vous savez également que nous recevons des moutons de Tabaski du Mali. Et vous avez vu, avec la dernière Tabaski, avec la dernière Tabaski, on a été obligé de négocier avec le Mali pour permettre le passage des moutons et leur arrivée au niveau du Sénégal. Donc le peuple malien est très résilient, a beaucoup souffert, mais les peuples voisins ont également souffert, et notamment le Sénégal, de cet embargo que je considère moi comme injuste, qu'on a imposé au peuple malien, parce qu'on a beaucoup plus imposé au peuple malien qu'à la junte malienne. Peut-être l'émission tire à sa fin. Peut-être une dernière question. D'après votre intime conviction, est-ce que vous pensez que le Mali peut aller seul? C'est-à-dire de l'avenir du Mali. Aller seul, ce sera compliqué parce qu'actuellement dans le monde, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mais ce qu'on constate, c'est que les Français parlent de sentiments anti-français. Moi, je parle de prise de conscience de nos peuples, et notamment des jeunes. Avec cette extraordinaire circulation des informations, on sait exactement maintenant ce qui se passe. Et par rapport à cela, nos jeunes ont pris conscience de cette forme de néocolonialisme, parce qu'il faut l'appeler par son nom, dont on souffre dans nos pays. Et ces jeunes sont prêts à secouer un peu le cocotier. Alors, on considère maintenant le peuple malien comme un peuple précurseur dans ce cas-là. Vous savez, le Mali a sanctionné, a chassé l'ambassadeur du Mali, l'ambassadeur de France au Mali, Meyer. Le Mali a arrêté toute sa coopération militaire avec la France. Le Mali est sorti du G5. Le Mali a eu également l'outrecuidance, c'est comme ça que le pensent peut-être les dirigeants français, de couper toute relation militaire avec la France. Le Mali a fait venir le groupe Wagner, le groupe de militaires russes, on va les appeler des paramilitaires russes, au Mali. Et le Mali continue à vivre. Donc, ceux qui pensent que couper avec la France serait peut-être suicidaire, ils ont vu avec le Mali que c'est tout à fait possible. Maintenant, moi je ne prônerai pas une rupture complète avec la France. Parce que quand même on a des liens tellement forts. Parce qu'il faut également savoir qu'en France, il y a beaucoup de Maliens. On a des liens tellement forts que couper complètement nos relations avec la France ne serait pas souhaitable. Ce qu'on devrait faire, c'est faire en sorte que ces relations soient des relations gagnant-gagnant. Et que la France nous respecte davantage. Ce serait peut-être ça mon dernier mot. Il faut que la France nous respecte davantage. Et qu'on ait des relations gagnant-gagnant, un partenariat basé sur le respect et sur les intérêts des deux parties. On aurait aimé continuer le débat vu son importance et nous espérons vous revoir très prochainement dans nos autres émissions. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévu aujourd'hui dans votre émission Actu Politique. Comme je l'ai dit tantôt, on avait comme invité M. Mamadou Seck. Je rappelle qu'il est professeur d'histoire et de géographie au lycée Ousmane Sembène de Yoff, mais aussi il est géographe de formation et par ailleurs aussi membre de Taxawu Sénégal dans la commune de Djidek Tareko, ville de Pékin et conseil municipal. Merci encore une fois, M. Seck. C'est un plaisir. Non, mais c'est moi qui vous remercie et je serai disponible à chaque instant que vous aurez besoin de moi. Merci, M. Diaye. Merci aussi à vous, chers internautes qui nous suivez. Merci aux équipes techniques qui assurent la coordination et la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec d'autres invités. Merci, à bientôt.